Les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien de votre côté, j'espère que vous êtes posés chez vous tranquillement, car ce soir, au menu, évidemment plein d'histoires flippantes. Je suis avec aussi ma petite sœur, on peut dire ça comme ça maintenant finalement. Ouais, de même famille maintenant, ouais. Bienvenue. Puis on a maintenant le chèque maintenant, ce sera ça seulement. Ce sera... Oula non, très bizarre, non, surtout pas celui-là. Si peu celui-là, ce ne sera jamais celui-là de notre vie, vraiment. Peut-être la chose la plus effrayante de la vidéo. Je peux être dans une sauce vraiment très vite. Meuf, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais les gens peut-être te connaissent pas, qui regardent cette vidéo. Est-ce que tu pourrais te définir? Ça se dit pas, mais est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu fais un peu aux gens avant évidemment qu'on se raconte des histoires? Ouais, moi je fais du divertissement, donc tout ce qui est vidéo, un peu humour, concept, des challenges. Live aussi, beaucoup de live. C'est ça, des lives aussi. Mon but c'est de donner de la bonne humeur et j'espère en vrai que ça plaît au maximum de gens. Ça plaît à beaucoup de personnes, meuf. Là, t'as combien? 1 million, bientôt 2 millions? 1,5 million. Trop chaud, incroyable. Est-ce que meuf, toi, t'as un rapport avec l'horreur? Est-ce que t'as déjà vécu des choses un petit peu flippantes ou il y a un truc voilà, qui te fait vraiment bader spécialement dans l'horreur? Tu m'as dit que non en off, c'est pourquoi d'ailleurs les histoires de cette vidéo seront hyper variées, tu verras. On passe de paranormal à tueur en série, tu verras, c'est un petit peu varié. Bah alors, je t'ai pas dit non, je t'ai dit que j'avais peur de tout. C'est vrai, tu m'as dit que t'as... Oui, c'est vrai. En fait, vraiment, je suis terrifiée partout, en vrai, très peureuse, tu vois, tout me fait peur, le paranormal, les animaux, les crimes, Léo aussi particulièrement. C'est terrible, là, on sort du concept, là c'est terrible les gars. J'ai pas trop vécu des trucs flippants, ou en tout cas j'essaye de me dire que le paranormal n'existe pas parce que, tu vois, sinon je Tu psychotes vite fait quoi, ouais, c'est ça, ouais. Il y a déjà eu, tu sais, des trucs, des bruits de pas en haut chez moi et tout, toutes les nuits. Ouais, j'avais déjà raconté des sortes de bruits de pas que j'entendais. Entre-temps, on a déménagé, heureusement. Mais tout ça, en fait, j'essaye de pas y croire, tu vois. J'essaye de me dire, vas-y, c'est les rats, les souris. Les animaux, ça peut être des mulots que t'entends dans C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, parce que sinon, j'ai très peur, ouais. Meuf, moi, je me souviens d'une... Bon, c'est pas... Enfin, là, ce que je vais te dire, c'est... Moi, ça me terrifie aussi, c'est toi. Quand tu dors, mec, elle m'a montré les amis. En fait, elle s'est filmée une nuit pour voir, parce que t'es somnambule, du coup, précisons-le aux gens. C'est hyper important parce que sinon, ça peut paraître très bizarre. Tu souriais toute seule à la cam, mais c'est vraiment, tu le faisais pas du tout parce qu'on n'est pas conscient de ça. Tu fais plein de trucs, c'est fou le somnambulisme, mais en fait, t'es pas conscient de ce que tu fais. C'est sûr, mais il y a vraiment des trucs, je suis sûre que même c'est un sujet à creuser. Dans l'horreur, le somnambulisme, je suis sûre, il y a eu des trucs de fous qui se sont passés. Je sais pas, un mec qui a tué en étant somnambule, tu vois. Tu sais que je me suis jamais renseigné. Ça peut être hyper intéressant d'en parler un jour. C'est quoi, prochain dîner de l'horreur, je fous une histoire en référence à ce que tu vas dire. C'est sûr, il y en a. Sûr. Ouais, donc le somnambule, en vrai, ça fait flipper. Moi, je m'en souviens pas. Mais c'est en filmant avec l'avis des proches et tout, quand tu te réveilles, qui te disent ouais, t'as crié cette nuit, t'as couru partout dans la maison, tu vois, c'est hyper flippant en vrai. Imagine, t'invites un pote, il est pas au courant de ça, tu l'as pas averti. Ouais. Tu fais ça et tout, parce que j'avais vu des. Je sais pas si on pourra mettre un extrait, mais des fois tu souris comme ça. Ah ouais. T'avais fait un short sur ça, c'était terrifiant. Mais est-ce que toi t'as vécu c'est quoi les événements un petit peu qui te sont arrivés un peu drôles par rapport au somnambulisme? Ouais, en vrai, c'est tellement lunaire, genre, il y a beaucoup de choses. Moi, une habitude que je faisais, que mes proches m'ont rapporté quand j'étais somnambule, c'est que j'allais chez les gens. Tu t'introduisais chez des gens? Non, en gros, je rentrais dans la chambre de ma sœur, de mes parents, déjà d'une manière hyper flippante, genre, tu sais, j'ouvre un peu, puis je repars, puis j'ouvre, puis je repars, alors, hyper bizarre. Et après, je grattais sous les bureaux des gens, genre. En fait, peut-être le truc le plus flippant dans cette vidéo, c'est elle. Ouais, des trucs hyper bizarres comme ça. Et aussi un truc, je pense, qui doit faire hyper peur, c'est quand tu cries. Genre, peut-être en commentaire, il y en a beaucoup, je pense, qui font somnambule aussi. J'aimerais bien voir l'avis des gens dans les commentaires. D'ailleurs, on vous demandera souvent, les amis, vos avis sur les histoires, mais aussi sur l'histoire de Colline, là. Est-ce qu'il y en a qui sont somnambules et qui font pareil que Colline? Ça peut être... Ça peut être hyper intéressant, ouais. Meuf, sans transition, j'ai créé, meuf, je vais l'expliquer en off, mais un canal où en fait je partage les histoires que vous m'envoyez, que vous avez vécues de flippantes. Ça peut être paranormal ou des rencontres effrayantes avec des êtres humains, ce qui est le plus souvent effrayant. Sur ce canal, voilà, je partage ces histoires-là, donc n'hésitez pas à le rejoindre. On est bientôt 2000. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent. Ça se passe sur Instagram, vous tapez Léo-YT-B et normalement vous avez accès à mon canal qui s'appelle Les Veilleurs. Meuf, est-ce que t'es chaud qu'on passe? On parle beaucoup depuis tout à l'heure au menu maintenant de cette vidéo.
Pour ceux évidemment qui n'ont pas suivi les autres épisodes et qui découvrent du coup ce format avec Colline aujourd'hui, le concept il est très simple, on a un menu parsemé d'histoires effrayantes, on en a 9 en tout, sauf qu'on ne va pas lire les 9 évidemment, on va en lire que 3 chacune, ok? Donc on a l'entrée, le plat et le dessert, et du coup à l'entrée il y a 3 histoires proposées et toi tu devras choisir une histoire que tu as envie de raconter parce que le titre t'attire ou que voilà, il y a une thématique que tu préfères finalement. C'est à toi de choisir. Ok. Je t'en prie meuf, lis le menu. On commence évidemment par l'entrée. Oui. Tu commences par le dessert, ça nique mon concept. Voilà. C'est vrai. Donc si possible entrée. Entrée. Témoignage 1. J'ai assisté à la malédiction de The Omen. C'est un film et il s'est passé en gros, après le tournage et même pendant, que des atrocités. Comme si le film Ok. était un peu maudit. Voilà, Ok. pour t'expliquer un peu le contexte. Le deuxième témoignage, celui qu'on appelle le Spider-Man de Denver. Et enfin, j'ai vu ma mort avant qu'elle n'arrive, de Stephanie Arnold. Donc un truc un peu plus paranormal, c'est des vraies histoires toutes. Le truc j'ai vu ma mort avant qu'elle n'arrive, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ouais, c'est paranormal, on s'agit du coup sur Ouais. du paranormal, une sorte de prédiction bizarre Ok, pour le coup. bon ben je prends ça. On part sur ça? Ouais. Allez, nickel. Tout devrait aller bien, mais dès les premiers mois, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre avec cette grossesse. C'est pas physique, j'ai pas de douleur particulière, les examens sont bons, le bébé va bien, mais moi, au fond de moi, je sais qu'un truc ne va pas. C'est pas une intuition légère ou un pressentiment flou, c'est comme une certitude que je ne peux pas ignorer. Une voix intérieure qui me répète encore et encore « Tu vas mourir pendant l'accouchement ». Je le dis à mon mari, Jonathan. Je lui dis ça sérieusement, droit dans les yeux, et je vois qu'il m'écoute, qu'il est inquiet, mais en même temps, il me regarde comme si j'étais un peu trop stressée. Je le dis à mes médecins aussi plusieurs fois. Je leur dis que je suis sûre que quelque chose de grave va se produire, que ce n'est pas juste la peur ou de l'anxiété, que je le sens vraiment profondément. Mais tout le monde me rassure. On me dit que tout est normal, que j'ai juste besoin de me détendre un peu, que les hormones peuvent amplifier les émotions. Sauf que là, c'est pas une émotion, c'est une certitude. Et plus on approche du terme, plus ce sentiment devient insupportable. J'ai l'impression d'attendre une catastrophe, comme si je connaissais la date de ma propre mort, mais que personne ne me croit. Alors je commence à en parler plus. Je l'écris dans des mails, je le note dans mon téléphone, je fais en sorte qu'il reste une trace au cas où. Je suis pas folle, je suis juste un peu terrifiée. Et je peux pas m'empêcher de penser que peut-être ce que je ressens est réel. Ça fait peur, l'accouchement en plus. Déjà que ça fait mal et tout pour une femme, imagine. C'est la pire douleur, je crois, Ouais. qu'une femme vit dans sa vie. si Ouais, dis je pas de crois, bêtises. ouais. Le jour de l'accouchement arrive. C'est une césarienne programmée, alors on sait exactement à quelle heure se rendre à l'hôpital. Je suis calme en apparence, je souris même, mais à l'intérieur, c'est comme si mon corps entier criait de ne pas y aller. Je ne dis rien à Jonathan ce matin-là. Il était déjà assez tendu comme ça, et je me dis que peut-être j'ai tout imaginé. Peut-être que cette peur va disparaître une fois que je tiendrai mon bébé dans les bras. En arrivant à l'hôpital, tout semble se dérouler normalement. On m'installe en salle d'opération, les infirmiers s'affairent autour de moi. Je reconnais les visages que j'ai déjà vus pendant les consultations. Ils sont tous souriants, rassurants, concentrés. L'anesthésie est posée. Je sens mes jambes s'endormir tout doucement. Et puis très vite, je sens que quelque chose ne va pas. Pas une douleur, mais une impression bizarre. Comme si mon corps se déconnectait. Tout devient flou, le bruit, la lumière, le plafond au-dessus de moi. Et là, d'un coup, tout s'arrête. Je n'entends plus rien. Je ne ressens plus rien. Mais je ne suis pas partie. Hein. Je suis là, quelque part, juste ailleurs. Je me vois. Je suis en haut, suspendue au-dessus de la salle d'opération, et je regarde ce corps qui est le mien allongé sur la table. Je vois les médecins qui s'agitent, je vois Jonathan, je vois même des gens dans le couloir, de l'autre côté des murs, comme si je pouvais traverser les pièces. Tout est silencieux, mais c'est un silence doux, enveloppant, presque rassurant. Je ressens une paix immense, un calme que je n'ai jamais connu avant. Je sens une présence, quelque chose ou quelqu'un qui m'accompagne, pas physiquement, mais clairement. On est sur une grosse expérience de mort imminente. Ouais, C'est dans le même délire. Ils ont souvent le même témoignage en plus, les gens, Ouais. de se voir un peu au-dessus, ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait peur. Peut-être des théories, mais bon, on y reviendra après. Et puis une voix, je ne saurais pas dire si elle était en moi ou autour de moi, mais elle dit « Ce n'est pas encore le moment ». Et c'est là que je sens une force qui me tire en arrière comme un élastique qu'on relâche.
Je sens une pression énorme sur la poitrine et d'un coup tout revient. La douleur, le bruit, les lumières trop fortes, les voix affolées. Je suis de retour dans mon corps. Et je comprends que je viens de revenir de très très loin. Quand je me réveille, je suis dans un lit d'hôpital branché à des machines et mon corps me semble étranger, comme si j'étais revenue de trop loin pour qu'il m'appartienne encore vraiment. Je ne peux pas parler tout de suite. Je ne peux pas bouger non plus. Je suis là, dans mon corps, mais je flotte encore un peu entre deux mondes. Je découvre que j'ai fait une embolie amniotique, une complication rare, presque toujours fatale, qui survit sans prévenir et qui a provoqué un arrêt cardiaque. Je suis restée morte pendant 37 secondes. Waouh! Ça paraît impossible, quoi. C'est ce que les médecins disent. 37 secondes sans battement. Mais ce que j'ai vécu, dans ce laps de temps, ce n'était pas un trou noir. Ce n'était pas le néant. C'était une autre forme de conscience, lucide, claire et incroyablement paisible. J'apprends que j'ai été plongée dans un coma artificiel pendant plusieurs jours, que mes reins ont lâché, que j'ai eu besoin de dialyse, que mon corps a lutté pour revenir à la surface. Et pourtant, au fond de moi, j'ai su que j'allais revenir. Je n'avais pas peur. Ce que j'ai vu là-bas m'a enlevé la peur de la mort. Et quand j'ai pu parler à nouveau, quand j'ai pu marcher, raconter, revivre cette histoire, je n'ai plus jamais été la même. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'ai commencé à témoigner, à écrire, à partager ce que j'avais traversé. J'ai parlé aux médecins, aux chercheurs, aux gens qui, comme moi, avaient vécu une expérience impossible à expliquer avec des mots simples, parce que ce n'était pas un rêve, ni une illusion, c'était une réalité différente, une ouverture. Une preuve que quelque chose existe au-delà de ce corps, de ce monde, de cette vie. Et même si personne ne m'avait cru avant, je savais, maintenant, que je n'avais pas rêvé. J'aimerais avoir l'avis des scientifiques. Alors, est-ce que c'est une hallucination? Le fait que, tu vois, est-ce que c'est le cerveau qui lui a créé tout ça? Mais du coup, c'est sûr qu'après ça, t'as même plus peur de la mort, quoi. Limite, t'es rassuré et tu dis, en fait, ça va, c'est chill, il y a un truc après, tu vois. Il y a beaucoup qui disent que, ceux qui ont vécu ça, disent quand même souvent la même chose. Et ça, je trouve ça fou. Et comme quoi, c'est rassurant, quoi. Mais moi, ce qui m'étonne, comme tu le dis, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages dans le même style. Je me dis, si c'est une hallucination, ben, comment le cerveau de tous ces gens-là aurait fait la même chose, tu vois? Et la voix, la sorte de voix qui dit, c'est pas le moment, genre. C'est surtout ça le plus marquant, ouais. C'est horrible, ça veut dire quoi? C'est quand le moment? Ça veut dire que les gens qui meurent, ce serait le moment, genre? C'est un peu horrible aussi. Quoi, le destin, en fait? Ouais. C'est ça, ouais. Genre, pour moi, un côté qui me fait croire que ça n'existe pas, enfin que c'est une hallucination, on va dire, c'est que les enfants qui meurent à 8 ans d'une maladie, pourquoi ce serait le moment pour eux? Ce serait horrible, tu vois, ils n'ont rien fait de mal, ils sont innocents. C'est vrai, je suis d'accord. Je sais pas, non, c'est très bizarre, je pense que c'est explicable. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de scientifique, c'est pour ça. Tu vois, est-ce que c'est le cerveau qui s'imagine le truc? Parce que t'as vu, elle avait des pressentiments bizarres juste avant. Elle se disait, je vais mourir. Elle le sentait vraiment pas. Peut-être ça l'a matrixé. Par contre, ça c'est les faits, elle a quand même été morte pendant 37 secondes. C'est ça, par contre, ouais. Donc en fait, elle a forcément vécu l'expérience de la mort. Après, est-ce que cette hallucination est venue après ou pas? Moi, j'aimerais savoir, du coup, aux analyses, tu vois, je crois que quand tu meurs, il y a quelques grammes de ton corps ou je sais pas quoi qui disparaissent. Ah oui. Tu vois, il y a ce truc-là. Oui. Tu perds, en fait... un peu l'âme, en fait. C'est ça, en fait, il y a un pourcentage de ton corps qui part, tu sais pas où. Mais alors, c'est quoi? Est-ce que c'est, je sais pas, comme les neurones se déconnectent, est-ce que c'est partie de ce grammage? J'en sais rien, on dit ça, mais on n'y connaît rien en vrai de vrai, mais j'aimerais bien savoir si pendant ces 37 secondes, elle a perdu ces trucs-là, et après ils sont revenus. En tout cas, ça m'a bien fait flipper cette histoire. Tu l'as très bien raconté, j'ai adoré. On était à fond dans l'histoire. Moyennement envie d'accoucher, du coup. Ouais. Mais non, mais tu sais que c'est trop bizarre. Moi, ce qui me fait le plus peur dans l'histoire aussi, enfin pas le plus, mais en tout cas ce qui me fait peur dans la partie de l'histoire où tu vois, les médecins sont trop chill en mode ah, bonjour, vous allez bien. Et elle est terrifiée à l'idée de faire ça parce qu'elle sait qu'en fait il va se passer un truc de fou. Après, en fait, le truc de prévoir un événement, ça aussi, parfois ça peut faire très peur, mais j'ai l'impression qu'on y croit que quand ça arrive vraiment. À tout moment, elle aurait pensé ça, il se serait rien passé. Ou quand on prend l'avion, par exemple, on se dit tous au fond de nous, ah ouais, on sait que l'avion va se crasher, alors que pas du tout. Et par contre, le jour où il se crache, on dit, je le savais, alors qu'en fait... Ça peut être un coup de coïncidence. C'est ça, oui. Sur le coup, ça peut être totalement une coïncidence. C'est ça, ouais. On ne doit pas épargner non plus le côté rationnel. Mais bon, c'est vrai que comme il y a beaucoup flippant. Quand même de témoignages comme ça, tu dis, mais moi, tu vois, je reçois plein de témoignages de gens qui regardent les formats comme ça paranormaux, des témoignages vraiment hyper crédibles et même...
En fait, il y en a tellement que tu dis, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de menteurs, tu vois. C'est quand même. Ouais, c'est peut-être explicable aussi, donc ouais. Mais Bon. c'est flippant quand même. Ouais, c'est bizarre. Mais écoute, meuf, est-ce que t'es chaud qu'on passe à mon petit témoignage? Ouais. On part sur ça. C'est Alors, tu sais, moi j'aime beaucoup le cinéma, meuf. J'adore. Hein. sûr. Et j'aimerais bien partir sur. J'ai assisté à la malédiction de The Omen en 1976. Ouais. Quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe The Omen, j'ai accepté sans réfléchir. C'est un projet solide, un thriller surnaturel bien écrit, porté par Gregory Peck. Le genre de film qui pouvait marquer une carrière. À l'époque, je suis loin de me douter ce que ça va devenir. Je ne parle pas de la réussite du film, non, ni de sa popularité. Je parle de ce qu'il va laisser derrière lui, ce qu'il va réveiller. Au début, tout semble normal, mais très vite, des choses étranges commencent à se produire. Pas non plus spectaculaires, ou du moins pas encore. Juste des détails, mais qui, mis bout à bout, forment un mauvais pressentiment, un peu comme ton histoire. Gregory Peck perd son fils peu de temps avant le tournage. Un suicide brutal. Et lui, malgré ça, arrive sur le plateau, calme. Un peu trop calme. Il parle peu. Il sourit rarement. On sent qu'il porte quelque chose de très lourd sur lui. La production continue malgré tout, mais très vite, les incidents s'accumulent. Plusieurs membres de l'équipe échappent de peu à la mort. Un avion qu'on devait utiliser s'écrase après avoir été remplacé à la dernière minute. Aucun survivant. Quoi? C'est horrible, mec. Parce que là, on parle de vrai, là, c'est vraiment des vraies histoires, c'est pas des trucs inventés. Ouais. Deux autres vols, transportant des techniciens, sont frappés par la foudre à quelques jours d'intervalle. Des accidents, peut-être. Mais au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Bon, alors moi, je continue à faire mon travail. Je suis là pour concevoir les effets spéciaux, rien de plus. Je fais du faux sang et des illusions. Des mises en scène de mort qui ne tuent personne, en principe. Mais le plateau commence à changer, l'ambiance devient tendue, les gens parlent moins. Certains évitent même certains endroits sans vraiment l'admettre. T'imagines, tu deviens parano à ce moment-là. Il y a cette scène avec les babouins tournée dans un parc zoologique. Une séquence simple sur le papier. Une voiture, un enfant, des singes derrière la vitre. Et ce jour-là, quelque chose tourne mal. Les singes deviennent complètement fous. Ils hurlent, frappent sur le toit, frappent les vitres comme s'ils voulaient entrer, déchirer tout ce qui se trouve à l'intérieur. L'IRMX, à l'arrière de la voiture, se met à hurler pour de vrai. Ce n'est plus du jeu. Quand on coupe, elle est blanche comme un linge. Le lendemain, le dresseur qui supervisait la scène est attaqué par un tigre du parc. Il meurt sur place. Personne ne comprend. Certains commencent à parler, pas à voix haute, mais je les entends. On chuchote que le film est maudit. Là, ça fait beaucoup quand même. Bon là, alors moi, je ris nerveusement. Pas par moquerie, par défense. Parce qu'au fond, je sens que quelque chose est assez bizarre dans tout ça. Et puis, il y a les chiens. Une scène avec des Rottweilers dans un vieux cimetière. On avait tout prévu, tout sécurisé. Les chiens étaient dressés. Mais dès qu'on commence à tourner, ils deviennent incontrôlables. Ils attaquent le cascadeur, le mordent à travers les protections. Il faut plusieurs hommes pour les maîtriser. Je regarde ça sans bouger, comme figé. Et je me dis, pour la première fois, que peut-être ce n'est pas un film comme les autres. Je commence à faire des cauchemars, pas à cause du stress, ni des délais. J'en ai vu d'autres dans ce métier. Mais là, c'est autre chose. Je rêve de visages sans yeux, d'un enfant qui me fixe, silencieux, au bord d'un précipice. Et surtout, j'entends une voix, grave, lointaine, qui parle dans une langue que je ne comprends pas, mais qui me glace le sang, vous imaginez. Certains jours, j'arrive sur le plateau et j'ai l'impression qu'il flotte une odeur étrange dans l'air. Pas celle des décors, ni des machines. Quelque chose d'un peu plus ancien. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et puis il y a cette scène, celle dont tout le monde parle aujourd'hui. La décapitation. Je l'ai conçue, planifiée, fabriquée, pièce par pièce. Un miroir, une plaque de verre, un mannequin articulé. Tout est parfaitement chorégraphié. La tête vole, roule, un effet d'une précision chirurgicale. Quand on la tourne, l'équipe applaudit. On a réussi quelque chose de spectaculaire. Mais moi, en la regardant sur les écrans de contrôle, je ressens un petit malaise. Je n'arrive pas à la revoir. Je n'arrive pas à m'en détacher non plus. Je sais que c'est moi qui l'ai créée. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle m'a échappé. Quelques semaines après la fin du tournage, je pars travailler sur un autre film, aux Pays-Bas. Je veux mettre de la distance avec ce projet. Tourner la page finalement. Je suis au volant, sur une route droite, un peu monotone. Lise, ma compagne, est à côté de moi. Il fait gris, la pluie tombe par intermittence. Et puis, sans prévenir,
Une voiture surgit dans l'autre sens, beaucoup trop vite. Le choc est frontal, hyper violent. Quand j'ouvre les yeux, j'ai la tête contre le volant. Le pare-brise est fendu comme une toile d'araignée. Il y a du sang sur mes mains et Lise ne bouge plus. Je la regarde, je ne comprends pas ce que je vois. Elle est morte, oui. Décapitée. Non. Ouais. Oh, c'est chaud. Je sors de la voiture, je tremble, vous imaginez. Je regarde autour de moi. Et là, à quelques mètres, sur le bas-côté, je vois un panneau. Une flèche, un an, une distance. Homen, 66 km. Non, encore pire, 60,6 km. 666. Homen, comme le film, j'imagine, qui s'appelle The Homen. Trop bizarre à toi. Ah non. Je pense que c'est pour ça qu'il a appelé le film comme ça. Peut-être. Peut-être que je dis de la merde, mais je pense que c'est comme ça. Je reste figé. Je relis encore 66,6 km. Homen. Ah non, en fait non, c'est la ville. Presque Homen, comme en fait leur film. Le chiffre du diable. Je reste là, au bord de la route, incapable de bouger. Ce que je ressens, ce n'est plus de la peur, vous imaginez. C'est la certitude absolue qu'on a franchi une ligne et que quelque chose nous regarde de l'autre côté. Après l'accident, je me coupe du monde. Je ne retourne évidemment pas tout de suite à Londres. Je n'appelle personne, je ne travaille plus du tout. Oui, en dépression, quoi, normal. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à Lise, à cette scène dans le film et à ce maudit panneau. Je ne parle pas de ce que j'ai vu, je garde ça pour moi pendant très très longtemps. Quand je reviens sur un plateau, quelques mois plus tard, on me demande si ça va. Je souris, je dis oui, mais bon, je suis assez ailleurs. Je ne suis plus vraiment ce même technicien méticuleux qu'avant. Je continue alors à bosser, mais je m'éloigne petit à petit des scènes violentes. Et je ne revois plus jamais The Omen, pas une seule fois. Même quand le film devient culte, quand on en parle comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur. Je ne peux pas. Parce que je sais que ce n'est pas qu'un film. On ne me l'a jamais dit directement, mais je suis sûr que d'autres l'ont ressenti aussi. Ce sentiment de malaise bizarre. Le silence sur ce tournage était très différent. Comme s'il ne fallait pas trop parler fort. Comme si on risquait d'attirer l'attention de, je ne sais pas, de quelque chose. Le film a marché. Il a fait une carrière incroyable. Mais à quel prix? Gregory Peck n'a jamais reparlé publiquement de son fils. Harvey Bernard, le producteur, portait un crucifix, donc une croix, autour du cou tout au long du tournage. Il disait que c'était pour se protéger. Et moi, je me suis demandé pendant des années si ce que j'avais mis en scène ne m'avait pas coûté plus que je ne pouvais imaginer. Un jour, un prêtre, un vrai, pas un acteur, est venu sur le plateau assez discrètement. Il ne voulait pas rester. Et avant de partir, il a dit une seule phrase. « Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce que vous avez filmé existe peut-être déjà. » Je ne sais pas s'il avait raison, mais je sais que, depuis The Omen, je regarde le monde avec un peu plus de crainte, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, des portes qu'on ouvre sans forcément le vouloir, et parfois, ce qu'on appelle fiction nous répond. C'est la fin de l'histoire. Waouh. Ah ouais, là non, c'est... Là, on est sur un truc vraiment hardcore. Mais par contre, le fait qu'il y ait le panneau, en fait, que l'accident se produise à un endroit où il y a littéralement le nom du film à 2 lettres près, plus ces 3 chiffres du diable qui sont très connus de manière générale dans la légende du diable, etc. Ça donne envie de regarder le film? Non. Je suis le seul bizarre de la table. Bah oui. Mais en fait, je sais pas, tu te dis, en fait, je sais pas, c'est quoi la rendu de tout ça? Je sais pas, moi je suis Mais un toi, truc... t'as pas peur justement que... Ah, d'être maudit par le film, tu penses? Non, parce que s'il a fait un succès, tous les gens n'ont pas été maudits. Quoi. Peut-être que toutes les personnes ont été maudits, mais très peu. Si on fait le pourcentage. Putain, mais pourquoi le réalisateur savait alors? Bah, je pense qu'il sentait qu'il y avait une vibe bizarre, mais qu'il a pas voulu, tu sais, alerter les gens pour que le film se déroule, parce que t'imagines, t'investis de l'argent sur un film. Oui. Si tu commences à dire, quand t'investis l'argent, non, il y a un mauvais mood, Ouais. je pense que tu peux pas te permettre de faire ça quand t'es réel. Oh. Témoignage absolument terrible. Et les autres, tu verras, sont encore pires. Je te préviens ici. Ah, moi, ça me fait mal au cœur, le pauvre. Ça fait surtout très mal au cœur, là, tu vois. C'était une histoire vraiment très triste. On passe maintenant au plat. Ouais. Je t'en prie, meuf, tu peux nous lire les petits témoignages qu'on a pour le plat. Je n'ai jamais cru aux extraterrestres jusqu'à ce qu'ils nous enlèvent. On voit la couleur du truc, quoi. Témoignage suivant. Cette maison changeait chaque nuit, je l'ai vu. Le cas de Winchester. Et le dernier, le cas Paul et Ruben Flores. Je m'appelle David Ortega et j'ai étudié à Cal Poly San Luis Obispo en 1996, l'année où tout a basculé. À cette époque, Paul Flores n'attirait pas l'attention.
Il était ni populaire ni brillant, mais il traînait dans les mêmes couloirs que nous, toujours un peu à l'écart, toujours le regard baissé. Je ne peux pas dire qu'on était amis, mais je l'ai croisé assez souvent pour savoir qu'il n'était pas comme les autres. Le genre de type que tu repères sans vraiment savoir pourquoi. Et puis, il y a eu cette fête. Une soirée ordinaire, comme il y en avait souvent, de la musique, des rires, des étudiants partout. Mais cette nuit-là, Christine Smart ne rentrera pas chez elle. Elle a quitté la soirée tard, un peu désorientée, et c'est Paul qu'on a vu marcher avec elle le dernier après lui avoir parlé. Le lundi suivant, l'ambiance avait déjà changé sur le campus. Des affiches ont commencé à apparaître, des appels à témoins, des battues ont été organisées. Et très vite, les regards se sont tournés vers Paul. Il disait qu'il l'avait raccompagné jusque devant son immeuble, puis qu'il était rentré. Mais il y avait des incohérences, des trous dans ce qu'il racontait. Et plus les enquêteurs s'approchaient, plus ils se refermaient. Plus les semaines passaient, plus tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Christine restait introuvable. Et Paul, lui, continuait à vivre comme si de rien n'était. Il évitait les questions, répondait le strict minimum et gardait ce calme qui mettait mal à l'aise. Des enquêteurs sont venus sur le campus, ont interrogé les étudiants, mais Paul est resté leur suspect principal. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de preuves solides, pas de corps, pas de scène de crime, juste ce silence. Il a quitté l'université peu de temps après. Certains disaient que c'était pour fuir l'attention, d'autres pensaient qu'il se cachait. Mais l'histoire n'a jamais disparu. Pendant des années, elle est restée là, en arrière-plan, puis un jour, bien plus tard, tout a refait surface. Un podcast, Your Own Backyard, a commencé à raconter l'affaire. Un gars du coin, pas un journaliste, juste un passionné qui voulait comprendre ce qui s'était passé. Et il a fait ce que personne n'avait fait depuis longtemps. Il a écouté. Il a tendu l'oreille aux anciens voisins, aux témoins oubliés, aux gens qui n'avaient jamais parlé à la police. Et peu à peu, les pièces ont commencé à s'assembler. Il a reparlé de la maison du père de Paul, Rubén Flores. Une propriété isolée, avec un terrain derrière jamais vraiment fouillé. Et c'est là que les choses ont basculé. Lorsque les autorités ont obtenu un mandat pour fouiller le terrain derrière la maison de Rubén, j'ai su, au fond de moi, que c'était la fin du silence. Ils ont creusé sous la terrasse, lentement, méthodiquement, comme s'ils cherchaient un fantôme. Et ce qu'ils ont trouvé, ce n'était pas un corps, pas directement. Mais les traces étaient là. Des perturbations dans le sol, des signes clairs qu'un corps avait été enterré, là, puis déplacé. Des fibres, des échantillons, du sang microscopique, c'était suffisant. En 2021, Paul a été arrêté pour meurtre. Rubén, son père, a été accusé de l'avoir aidé à dissimuler le corps. Quand j'ai vu leur visage... Ouais, son père. Putain, le daron était dans le truc. Est-ce que vous ferez ça pour votre fils, pour l'aider à pas aller en prison? Ah, ça c'est un vrai débat. Hein. Imagine ton fils, il te dit, ben, j'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un et là je vais mettre en prison toute ma vie, tu m'aides ou pas? Ah, c'est compliqué, moi je pense pas, mais Ouais, tuer quelqu'un comme ça. Tuer quelqu'un, la personne n'a rien demandé, tu vois. Ouais. Il est là, d'ailleurs. Juste, t'imagines, mec, je la ramène. Horrible. Pire happening que j'aurais pu faire. T'imagines, mec? On ramène le tueur en série! Il est juste avec nous, il a eu une libération conditionnée pour la vidéo. Venir témoigner. Ça aurait été horrible. Bah écoute meuf, on passe à mon histoire, enfin du coup au Wow, prochain plat. Allez, ça part directement. Ah, attends, qu'est-ce que je vais bien pour vouloir raconter moi? J'aime beaucoup moi les histoires un peu d'enlèvement d'extraterrestres. Ouais. J'adore, ça me passionne parce qu'en fait beaucoup de personnes aussi racontent ça, qui sont formées par des extraterrestres. Et moi ce qui me rassure entre guillemets, ce qui me fait le plus peur dans ce témoignage, c'est qu'en gros les personnes ne croyaient pas du tout à ça de base, elles étaient hyper terre à terre quoi. Ah. C'est un couple je crois si je dis pas de bêtises. On est parti? Ouais. Allez, j'aime beaucoup. Témoignage 4, The Incident OVNI, l'affaire du coup Betty et Barney Hill. Je m'appelle Barney Hill, je suis facteur aux États-Unis et vétéran de guerre. Et cette nuit-là, tout semblait banal. Ma femme Betty et moi rentrions chez nous après une soirée tardive à Montréal. Nous roulions sur la route US 3 à travers les White Mountains. Le ciel était assez clair, la route silencieuse. Puis en surplombant une vallée, Betty a remarqué une lumière au loin. Elle montait, elle nous suivait. J'ai d'abord pensé à un avion, un satellite, un ballon, quelque chose d'ordinaire quoi. Mais cette lumière devenait de plus en plus brillante, et à chaque fois que je ralentissais, elle ralentissait elle aussi.
Betty m'a tendu mes jumelles et j'ai vu un objet immense, silencieux, avec des lumières multicolores qui tournaient. J'ai reconnu une forme plate, massive, presque comme un pancake laissant échapper un faible bourdonnement, un truc un peu bizarre. Nous avons alors démarré. La lumière nous a suivis, encore plus près. À un moment, je suis sorti de la voiture, j'avais mon arme à la ceinture et j'ai voulu l'observer de plus près. Je l'ai vue, une silhouette humanoïde à la fenêtre. Elle a levé la main comme pour m'empêcher d'avancer. Je ne voulais plus bouger. Je suis retourné alors très vite dans ma voiture. J'avais vraiment peur à ce moment-là. Puis, un bourdonnement étrange. Un bourdonnement encore plus fort et bizarre. Et un voile m'a enveloppé. Ensuite, je ne me souviens plus de rien. Quand je rouvre les yeux, je suis au volant. La route défile, mais je ne sais plus combien de temps s'est écoulé. Betty est assise à côté de moi, elle a l'air complètement choquée, mais silencieuse. Nous roulons en ligne droite, sans musique, sans parler. Il fait noir, et on ne comprend pas pourquoi on est si loin. On regarde l'heure sur la montre de Betty, mais elle s'est arrêtée. La mienne aussi. Nous avons parcouru presque 60 km, mais sans souvenir du trajet. Aucune image, aucun moment. Juste ce bourdonnement dans la tête. À la maison, quelque chose là encore une fois aussi ne va pas. Je me sens vidé, comme si on m'avait tiré hors de moi-même. Mon pantalon est déchiré au niveau des genoux, sans que je sache comment. Ça c'est flippant parce que là c'est physique quoi. Ouais. C'est ça le plus effrayant dans tout ça. Mes chaussures sont rayées, abîmées, alors que je n'ai jamais quitté la route. Tout, absolument tout, tant que c'est encore frais. Elle prend un carnet, note les heures, les lumières, la forme de l'objet et l'étrange absence de bruit. Et cette sensation qu'on a manqué quelque chose, qu'un morceau de la nuit nous a été enlevé. Les jours suivants, on a commencé à faire des cauchemars. Betty rêve de visages étranges. Elle voit des yeux immenses, des tables aussi métalliques, un peu bizarres. Moi, je me réveille en sueur, persuadé d'avoir été tenu de force par quelque chose que je ne peux pas décrire. Mais chaque matin, je l'oublie un peu plus. Alors Betty écrit une lettre. Elle envoie notre histoire au NICAP, un groupe civil qui enquête sur les ovnis. Ils nous répondent et nous conseillent un médecin, un hypnotiseur. Le docteur Simmons nous reçoit séparément. Il est psychiatre. Il ne croit pas aux extraterrestres, mais il dit qu'il peut peut-être nous aider à comprendre ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Alors il m'endort. Et là, sans même comprendre pourquoi, je me mets à crier. Je parle des yeux, de visages, de mains qui me touchent sans force, mais sans douceur non plus. Je dis que je suis couché sur une table, que je suis nu, que je ne peux pas bouger. Il y a une lumière forte au-dessus de moi et plusieurs silhouettes autour. Leurs têtes sont grandes, chauves, leurs bouches minuscules, leurs yeux énormes et noirs. Ça fait cliché pourtant, c'est bizarre. Cliché, Ça fait vraiment le cliché de l'extraterrestre, quoi. Mm. Bizarre. Ils parlent, mais pas avec leur bouche. C'est comme s'ils me parlaient directement dans la tête. Ils me disent que ça ne fera pas mal, mais j'ai peur, je ressens de la panique. Et puis, il y a quelque chose, un instrument, qui entre en moi. Je ne peux pas continuer. Mais les mots sortent tout seuls, et tout ça est enregistré. Quand je me réveille, je suis vidé, complètement brisé, mais d'une certaine façon assez soulagé. Ce que j'ai dit, Betty l'a dit aussi de son côté, presque mot pour mot. Wow. Ça c'est spécial. Hein. Elle se souvient d'un examen, de prélèvement, d'un objet pointu sur son ventre. Ils lui ont montré une carte d'étoiles, avec des routes entre les points, et leur a demandé d'où venez-vous. Ils ont montré une étoile, puis 2 lignes, et ils ont dit c'est par là qu'on est venu. Nous n'avons jamais su si tout cela était vrai, mais ce qu'on sait, c'est que cette nuit nous a changé à tout jamais. Waouh. Waouh, en fait là le problème, c'est du coup on reste sur un témoignage, donc on n'a en soi aucune preuve. Je sais que j'ai vu en documentant un peu sur la vidéo qu'ils ont dessiné, on a les dessins de ces formes en fait humanoïdes et qui ressemblent trait pour trait à des extraterrestres clichés quoi. Le problème c'est que ça ressemble vraiment, tu vois, à une sorte de délire un peu psychédélique d'une drogue, qui aurait pu leur causer une drogue, tu vois, moi je penserais à ça. Il y a plein de gens qui ont vécu, tu sais, des expériences un petit peu bizarres en se droguant. Moi, j'ai du mal à y croire aussi parce que... Ouais, dis-moi. Je veux dire, tout est connecté dans le monde, tout le monde est connecté, on observe toutes les météorites qui viennent, tous les avions, tout. Pourquoi on n'aurait pas vu une soucoupe volante? Ben c'est ça. Il y aurait forcément eu, tu vois, on est capable de détecter tout ce qui vient autour de la Terre. Donc si le truc est venu, là, la soucoupe volante, on aurait forcément détecté, non? Après, ce que je me dis, tu vois, est-ce que si on part dans le paranormal directement, est-ce que la technologie justement de ce truc-là ne serait pas
hyper intelligente et on Oui, est passé oui. les radars. Tout le monde, ils ont 10 000 ans de plus que C'est nous ça, d'expérience. exactement. Mais bon, je sais pas. Moi, Mm. avec ce témoignage-là, je les trouve juste fascinants, j'adore. Ouais. Mais je me souviens que McFly, il avait raconté une histoire comme ça, c'est pour ça que j'ai commencé à me passionner pour ça. Dans les 5 histoires d'horreur, tu sais, qu'ils Ouais. font toutes les années, tous les ans, il avait raconté une histoire qui m'avait trauma. En fait, c'était une amie à lui, donc c'est ça qui Ouais. est fou, c'est que c'est une amie à lui qui a vécu Ouais. ça. Sa famille ne l'avait pas vu pendant plusieurs temps, et elle est revenue du jour au lendemain. Et elle avait l'impression elle était juste allée faire ses courses, sauf que ses parents, ils lui ont dit « Mais attends, ça fait un mois que t'étais pas là, Oh. tu vois, Ah ouais. t'es pas venu nous rendre visite. » C'est Et bizarre. mec, ça me fout les frissons. Et c'est ça qui me fait plus. Mais elle avait vu un comme truc ça. un peu alien ou... Je sais plus, je me souviens plus du témoignage, mais Ouais. en gros, c'est un peu une histoire dans ce Ouais, style-là. C'est peut-être pas flash, la vraie ouais. histoire, mais dans ce style-là, quoi. Mm. Mais ouais, c'est vrai que ça paraît un peu gros, quoi. Tu Ouais, vois, ça ouais. paraît un peu gros. N'hésitez pas, les amis, ce que vous en pensez en commentaire. Mm. Voilà, j'irai check ça dans les commentaires pour voir ce que vous en pensez. Mm. Un peu intriguant, quoi. Ouais, c'est vrai. On passe à la dernière partie du menu, au dessert. On va voir ce qu'on a finalement. Premier témoignage, ils m'ont tout interdit alors que je les ai fait disparaître. La famille Richardson. Ok. Ensuite, j'étais fan de Monsieur Anime, Ouais, il s'appelle Monsieur Anime, le gars, ouais. C'est bizarre, ouais. puis j'ai découvert son vrai visage. Mais... Et enfin, j'ai dormi chez les Bender. J'ai eu de la chance d'en ressortir. Une histoire qui date, celle-ci. Hein. Ok. On est sur 1600, je sais plus, un truc comme ça, ouais. Tout d'abord, ils m'ont tout interdit, alors je les ai fait disparaître. On La part sur famille- ça, du coup? Ouais, je prends ça. je prends Allez. ça. La famille Richardson. Meurtre par amour à 12 ans. Ou À 12 ans, gars. les meurtres par amour, ça je peux. Pour moi, ça c'est une excuse. Pour moi, tu tues pas quelqu'un. Si tu vas voir, c'est pas ça le pire dans l'histoire. Ah ouais. C'est pas ça le pire. Je m'appelle Emma Carlson. J'ai grandi à Medicine Hat, une petite ville tranquille du sud de l'Alberta, où tout le monde connaît à peu près tout le monde. Quand j'étais au collège, les Richardson habitaient à 2 pâtés de maison de chez moi. C'était une famille ordinaire, du genre qu'on voit tous les jours à l'église, dans les réunions scolaires ou au supermarché. Marc, le père, était travailleur social. Il avait ce regard sérieux, mais on sentait chez lui une vraie gentillesse. Debra, sa femme, était infirmière à la clinique municipale. Elle avait toujours un mot doux pour les enfants du quartier et elle connaissait nos prénoms à tous. Et puis, il y avait Tyler, leur petit dernier. Un gamin adorable de 8 ans, plein de vie, toujours avec un ballon sous le bras ou un dinosaure dans la poche. Mais celle que je connaissais le mieux, c'était Jasmine. On n'était pas meilleures amies, mais on se croisait souvent. Elle avait mon âge, 12 ans à l'époque, et je me souviens d'elle comme d'une fille discrète, un peu différente, mais gentille. Elle avait ce style gothique que certains trouvaient étrange, mais qui lui allait bien. Elle aimait l'art, la musique, l'imaginaire sombre. Elle disait souvent qu'elle se sentait à part, comme si elle ne venait pas du même monde que nous. Au fil des mois, elle s'était un peu éloignée. Elle traînait moins avec les filles du quartier, passait plus de temps en ligne et semblait fascinée par tout ce qui touchait aux vampires, aux ténèbres, aux histoires interdites. On savait aussi qu'elle avait rencontré un garçon, un type plus âgé de ce qu'on avait entendu. Mais personne n'imaginait à quel point cette relation allait détruire tout ce qui faisait encore sens autour d'elle. Tout a explosé un dimanche matin d'avril 2006. Ce jour-là, je me souviens d'avoir été réveillée par les sirènes, des voitures de police stationnées devant la maison des Richardson. Il y avait du monde dehors, des gens qui chuchotaient, des visages pâles. Quelqu'un avait regardé par la fenêtre du sous-sol et ce qu'il avait vu l'avait glacé. Ce que les policiers ont trouvé en entrant dans la maison a marqué la ville pour toujours. Marc et Debra étaient dans le sous-sol, sans vie, allongés l'un près de l'autre, les corps criblés par des coups de couteau. Tyler, le petit frère, gisait dans sa chambre, toujours en pyjama, un jouet entre les mains, la gorge tranchée. La scène était insoutenable et pourtant ce n'était que le début de l'horreur. Les enquêteurs ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage ni d'une attaque aléatoire. Il n'y avait aucun signe d'effraction, rien de volé, aucune trace de lutte en dehors des pièces où les victimes avaient été retrouvées. Mais ce qui a le plus semé la confusion, c'est que Jasmine, la fille aînée, manquait à l'appel. On a d'abord pensé qu'elle avait été enlevée, peut-être témoin d'un crime atroce, peut-être cachée quelque part, terrorisée. Les avis de disparition ont été lancés immédiatement. Les chaînes locales ont diffusé son visage en boucle. Je me souviens avoir collé une affiche sur la vitre de ma chambre, comme tout le monde. Mais au fond de moi,
Il y avait cette impression étrange que quelque chose ne collait pas. Pourquoi aurait-elle été épargnée? Pourquoi aucune trace de fuite, aucun appel, aucune tentative de contact? Le lendemain, la vérité a commencé à tomber. Les autorités ont retrouvé Jasmine. Elle était vivante et n'avait pas été enlevée. Elle avait fui volontairement. Avec Jérémy Steck, un homme de 23 ans qu'elle fréquentait en cachette depuis plusieurs semaines, voire des mois. Elle a quel âge, elle? 12 ans? 12 ans, elle a 12 balais, mec. 12 Quoi? et 23 ans. Elle a commis un crime avec un gars de 23 ans. Par amour, du coup. Il s'habillait en noir, se disait vampire, parlait de chaos et de fin du monde sur des forums gothiques. Ah, tu vois le gars déjà qui l'a endoctriné dans le truc. Les deux avaient été arrêtés ensemble à plus de 100 km de Medicine Hat. Et ce qu'ils ont avoué ensuite a plongé la ville dans un cauchemar encore plus profond. Lorsque la police les a arrêtés, ils n'ont pas résisté. Ils étaient calmes, presque détachés, comme s'ils savaient que tout allait se terminer comme ça. Jasmine ne pleurait pas. Elle ne semblait pas non plus réaliser l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mais c'est ce qu'ils ont dit, une fois séparés, qui m'a glacé le sang. Ils avaient planifié le meurtre de ses parents. Ils pensaient qu'en les éliminant, ils pourraient enfin vivre ensemble, sans obstacle. Et Tyler, ce petit garçon, n'était qu'un dommage collatéral. J'ai encore du mal à écrire cette phrase. Il n'avait que 8 ans, il n'avait rien fait. Les messages qui s'étaient envoyés sur Internet étaient d'ailleurs terrifiants. Des promesses de sang, des pactes de silence, des déclarations d'amour mêlées à des idées de mort. Ils vivaient dans un monde parallèle, un fantasme morbide qu'ils avaient transformé en réalité. Jasmine a été arrêtée pour 3 meurtres. Mais comme elle n'avait que 12 ans, elle a été jugée en tant que mineure selon les lois canadiennes. Elle a été reconnue coupable, mais sa peine a été limitée à 10 ans, dont une partie en détention, l'autre en réinsertion. Jérémy, lui, a été condamné à la prison à vie. Oh waouh, ouais, en vrai, normal. Heureusement, ouais. Normal, mais putain, waouh, c'est Mm. radical, ouais. Mais normal, en tout cas. Ben, c'est ça, ouais. Je n'ai jamais revu Jasmine. Elle a changé de nom. Elle vit quelque part dans ce pays, libre aujourd'hui. Parfois, je me demande si elle pense encore à cette nuit, à son frère. Le truc qui est horrible, c'est qu'elle s'est fait endoctriner par ce gars là de 23 ans. Mais oui, Donc, c'est on est juste craqué. fait. Enfin, franchement, c'est horrible, mais c'est pas réellement Sa faute. Sa en soi. faute, même si elle l'a fait, tu vois, quand même, mais elle a été endoctrinée, il faut se dire, elle avait 12 ans, t'imagines? C'est l'âge où tu te construis, 12 ans, Bah, t'es c'est encore ça, très ouais. jeune, tu sais, t'es aussi attiré par un peu les grands, t'es un peu fan d'eux, tu vois. T'es fan de tes Ouais. parents, des grands, tu sais, qui ont 20 ans, t'es en mode, ouais, ils sont trop stylés, j'aimerais trop avoir cet âge-là moi aussi. Et tu peux très facilement, si un mec un peu vicieux, pervers narcissique, Ça. te manipule. Et si bah, les t'es parents dans le sont truc. pas assez Présent, ouais. présents, enfin, ils regardent pas assez les fréquentations de leur fille, ça peut vite dégénérer, quoi. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu quand t'es parent. Après, bon, on est personne, Ouais. frérot, qu'est-ce qu'on a à parler de ça, et qu'on n'est pas des darons, quoi. Ouais. Mais en tout cas, quand tu observes un peu le truc, je pense, et que tu fais un petit dézoom, ouais, il faut pas non plus stalker ces enfants, Oui. ça devient juste... En fait, je pense que c'est là où ils te cacheront le plus de choses, mais tu vois, regarder des fois si ça va, ou poser des questions, faire des petits débriefs avec eux, si tout se passe bien à l'école, tu vois. Parce que là, ouais, comment... T'imagines, en fait, les parents... Mais moi, je me dis, comment il les a tués? C'est peut-être Jérémy qui a tué les parents et elle le frère. Ouais, je sais pas du tout comment Parce ça s'est que passé. quand même, pour réussir à tuer quelqu'un, enfin, le père a pas pu essayer de... Ou la mère même de se débattre, ou tu vois, de crier. Il y avait 3 personnes quand même. Horrible, cette histoire. Horrible, ouais. On passe à la dernière? Ouais. Je te propose qu'on passe à la dernière. C'est Enfin, qu'on s'arrête là, parce que c'est juste abominable. Et t'as vu, plus on avance, plus c'est en mode... peu glauque, Ouais, quoi. c'est pire en pire, ouais. Alors, on part du coup soit sur j'étais fan de Monsieur Anime, puis j'ai découvert son vrai visage, ou j'ai dormi chez les Bender. J'ai eu de la chance d'en sortir. Moi, je partirais plutôt sur Monsieur Anime. J'ai envie, je sais pas, ça m'intrigue en fait. Monsieur Anime, Et c'est bizarre parce que pour le coup, Anime est vraiment le mec du moment. Et ouais, c'est drôle qu'il y ait cette histoire, mais en revanche, on ne parle pas du tout du même Oui, gars. oui, oui. Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Je m'appelle Alex Carter, et pendant longtemps, j'ai pensé que je connaissais Trace Hessler. On était dans la même école à Waller, Texas. Une petite ville calme, sans histoire, où rien de très grave n'arrive jamais. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croyait. Trey, pour nous, c'était le gars un peu bizarre, mais assez inoffensif. Un passionné d'animé, un peu replié sur lui-même, mais toujours gentil, toujours souriant, toujours prêt à vouloir parler de ses derniers montages vidéo ou d'un nouveau manga venu du Japon. Il avait lancé sa chaîne YouTube.
Lenscape Productions, bien avant que les gens de notre âge sachent vraiment ce que c'était YouTube. Il faisait des critiques d'animés, des vidéos humoristiques, parfois des mini-courts-métrages où il jouait avec ses amis. Bon, c'est plutôt cool pour l'instant. Il s'était bâti une petite notoriété dans notre cercle. Il se faisait appeler Monsieur Anime. Et tout le monde trouvait ça cool, original, et surtout inoffensif. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il préparait autre chose. Quelque chose d'invisible, tapis juste derrière son écran, et ses sourires parfois qu'il avait d'assez maladroits. Je me souviens très bien de cette vidéo, celle qu'il a postée quelques jours avant le drame. Elle s'appelait « Monsieur Anime is planning something big ». Le titre nous avait intrigués bien sûr, mais dans la vidéo, il reste vague, presque détendu. Il disait juste qu'il allait faire une pause, qu'il avait un projet assez gros en tête. Il ne donnait pas forcément de détails. Il souriait même, il était content de son projet. On pensait qu'il préparait un film d'amateur, un nouveau format, un partenariat peut-être. Personne n'a vu le piège venir, pas moi, et même pas ses anciens camarades. Et surtout, pas sa propre famille. C'est seulement 3 jours après sa vidéo que tout a explosé. Je me souviens du message d'alerte sur mon téléphone, celui qui parlait d'une triple scène de crime dans un quartier résidentiel de Waller. J'ai pensé à un cambriolage, une dispute domestique, n'importe quoi, sauf ce que j'allais apprendre dans l'heure qui a suivi. Quand j'ai vu le nom Sessler s'afficher sur le bandeau rouge d'une chaîne locale, mon estomac s'est noué. Je suis resté figé devant l'écran, incapable de comprendre comment Trey pouvait être lié à ça. Les infos ont confirmé ce que personne n'arrivait à croire. Trey avait tué sa mère, la première dans la cuisine. Puis il avait attendu son frère, Mark. Il l'avait abattu dès qu'il était entré. Enfin, lorsque son père, Delbert, est rentré du travail, Trey l'avait accueilli avec une arme en main. Et il l'avait tué à son tour. 3 meurtres, à bout portant, dans un silence absolu. Et ça, il l'a fait dans leur maison, pleine de souvenirs, de cadres et de vieilles photos de famille. Et après ça, il est resté 2 jours entiers dans la maison avec les corps. Il a mangé, il a écrit sur les murs, il a nettoyé certaines pièces. Et les autres, il les a laissées volontairement en désordre. Les policiers ont retrouvé des graffitis étranges, des mots comme « justifié »,« désolé »,« chaos ». Dans sa chambre, ils ont même retrouvé des plans griffonnés à la main, des cibles dessinées, des heures d'emploi du temps notées dans un carnet, et surtout des préparatifs d'un massacre. Il avait prévu d'aller dans un lycée. Pas un au hasard, le nôtre. Notre ancien établissement. Il avait prévu de tuer en masse et de faire quelque chose de grand, comme il le disait. Et ça, il ne l'a pas seulement écrit, il l'a avoué mot pour mot. Quand j'ai vu les images de son arrestation, j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible, vous imaginez. Il avait l'air calme, vraiment calme, et même un peu trop calme. Comme si tout ce qu'il avait fait n'était qu'un prélude à autre chose. Comme si la vraie partie de son plan n'avait même pas encore commencé. Les policiers l'ont retrouvé dans un entrepôt industriel désaffecté, à quelques kilomètres de la ville. Dans sa voiture, il y avait 4 armes à feu, des munitions en grande quantité, des vêtements noirs, un masque et des notes. Tous indiquaient qu'il était en route vers un lycée, avec l'intention de faire un carnage. Le massacre qu'il préparait n'était pas un fantasme passager. C'était une construction lente, délibérée. Et pourtant, tout au long de notre adolescence, rien ne laissait présager cette dérive. Il riait avec nous, il filmait des sketchs absurdes, il parlait de séries et de jeux vidéo. Mais quelque chose grandissait en silence dans ses pensées, dans son cœur. Quelque chose qu'aucun de nous n'a su voir. Et c'est cette idée-là qui me hante le plus. Pas seulement le crime, mais le fait qu'il ait pu traverser tout ça sans que personne ne l'arrête. On passe maintenant au détective Lawrence Mills, qui va du coup nous expliquer voilà, ce qu'il a lui vécu dans cette histoire, dans cette affaire. Et il vient du coup du département du comté de Waller. J'étais l'un des premiers sur place, à l'entrée de la maison. La scène à l'intérieur était méticuleusement ordonnée et en même temps complètement dérangeante. Il n'avait pas seulement tué, il avait pris son temps, il avait réfléchi à l'impact de son geste. Trey Sessler nous a dit mot pour mot qu'il aimait sa famille, qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Mais dans ses carnets, tout était clair. Il voulait tuer en grand. Il pensait que commencer par sa famille, c'était une sorte de sacrifice nécessaire. Nous avons trouvé beaucoup de références à Columbine, à Virginia Tech, à d'autres tueurs de masse. Il les idolâtrait.
Heureusement, on l'a arrêté avant que d'autres tombent. Aujourd'hui, il purge une peine de prison à vie, heureusement. Il ne verra jamais la lumière du jour en homme libre. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, cette trahison, ce vide, cette incompréhension surtout, ça, eh bien, personne ne pourra jamais l'effacer. Et pourquoi il a fait ça? Genre là, il n'y a aucune raison. Bah, peut-être de la célébrité, il était youtubeur, il était peut-être fan de ce truc-là, il idolâtrait peut-être les plus grands. C'est bizarre en fait, il n'y a pas même d'explication, même si... Explication, je pense, un problème psychologique, ouais, je pense. Sûrement, ouais. Mais non, mais ce qui me terrifie, moi, c'est le truc, t'imagines, c'est ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait que tu vois la vidéo du gars qui est chill et en fait, qui s'apprête quelques heures, quelques jours plus tard à tuer quelqu'un, ses parents en l'occurrence, là. C'est ça le plus horrible. Et en plus, il voulait faire le lycée, enfin... Bah, tu vois, il disait dans le témoignage qu'il était très fan de Columbine, de Virginia Tech, des massacres, des gens qui ont tué dans des lycées des personnes. C'est ça le massacre de Columbine, en fait, des gens, ils sont arrivés avec des armes, ils ont tué tout le monde. Ouais, dans un lycée américain. Horrible, cette histoire est très connue. Bah, une fin de menu, là, en l'occurrence, absolument horrible. Ouais. J'espère que tu auras kiffé ce petit menu non. Ah non, la réponse est évidemment non. Mais voilà, meuf, merci en tout cas d'avoir pris le temps de raconter ces histoires, on s'est posé. Toi, t'as kiffé, meuf, c'était cool, franchement. Ouais, franchement, trop bien. Hâte de voir les commentaires un peu. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez, même de la narration de Colline. Attention, Colline n'a pas l'habitude de raconter des histoires. Même moi, je suis pas le meilleur, évidemment, on n'est pas les meilleurs pour raconter, mais en tout cas, on fait ce qu'on peut. Et on essaye voilà, de raconter à notre à notre manière, finalement. Merci, meuf, d'être venue, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Je mettrai évidemment Colline en description. Colline entièrement en description. Tu me mets dedans. Je te mets carrément dans la description. Non, évidemment, c'est en description si vous voulez suivre des vlogs, des aventures drôles. D'ailleurs, nous, évidemment, on sera là dans les vlogs, un vlog très bientôt qu'on va faire pendant les vacances. Parce que oui, on va partir avec Zébro, Kossi et moi-même en vacances. Ça va être très marrant. Donc pour ceux qui veulent suivre un peu l'aventure, mon côté plutôt divertissement, n'hésitez pas, je vous mets tout ça en description. Et on part sur une bonne nuit tout le monde. J'espère que vous arriverez à dormir après ça. Bonne nuit. Bisous tout le monde, salut, salut!